Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG News. Au sommaire de l'actualité, la lutte contre le terrorisme transfrontalier cristallise les discussions entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux pays se sont engagés à mutualiser leurs efforts dans la lutte à ce sujet. Observateurs des droits de l'homme et experts militaires autorisés au Burundi. Après une semaine d'attente, ils ont reçu le feu vert des autorités burundaises ce mardi 28 juillet. Et puis le nouveau système de rémunération des fonctionnaires est désormais effectif au Gabon. Pour certains, cette décision pourrait engendrer une inflation. D'autres, en revanche, estiment que le risque est minime. Les précisions à suivre dans ce journal. Lutte contre les islamistes de Boko Haram. Les présidents du Cameroun et du Nigeria ont annoncé jeudi leur intention de renforcer les échanges de renseignements et la coopération militaire le long de leurs frontières communes. Les précisions dans ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun, commenté par Birama Saounera. La montée en puissance et la récurrence des attaques terroristes kamikazes de Boko Haram préoccupent les chefs d'État nigérians et camerounais. À la faveur de la visite de Muhammadu Buhari à Yaoundé, sa toute première dans la capitale camerounaise, les deux dirigeants ont échangé longuement sur les questions sécuritaires. Pour le président Paul Biya, les conséquences des actes de cette secte djihadiste affiliée au groupe État islamique nécessitent plus de fermeté et de collaboration. Ces exactions et ces crimes compromettent la paix sociale autour du lac Tchad et particulièrement dans nos deux pays. Les morts et autres victimes se multiplient. Les activités économiques se crispent dans les zones perturbées. Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de s'accroître. Nous ne pouvons pas laisser cette gangrène prospérer. Nous devons mutualiser nos moyens, conjuguer nos forces, partager nos expériences. Taxé de laxiste dans la guerre contre Boko Haram par de nombreux observateurs, le Nigeria souhaite aujourd'hui faire bonne figure. Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2 mois seulement, a réitéré son engagement à vaincre le groupe terroriste dirigé par Aboubakar Sekao. Permettez-moi de vous assurer de la poursuite des efforts inlassables que je mènerai pour maintenir l'intégrité territoriale du Nigeria, protéger les vies et les biens de nos citoyens, ainsi que mon engagement à continuer à collaborer avec le Cameroun et nos voisins dans le cadre de la commission du bassin du lac Tchad. L'insurrection islamiste de Boko Haram et sa répression par les forces de défense ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Sur le terrain, les pays engagés dans ces conflits attendent toujours le déploiement de 8 700 hommes de la force multinationale, dont le commandement sera basé à N'Djamena, la capitale tchadienne. Forum de haut niveau pour évaluer les progrès de la Somalie. La rencontre s'est ouverte ce mercredi à Mogadiscio, la capitale. Politique, économique, sécurité ont été passés en revue. Mais que faut-il retenir? Élément à 2 réponses avec Graziella Tiakunte. Où en est la Somalie sur le plan politique, économique et sécuritaire? Un forum de partenariat de haut niveau s'est ouvert ce mercredi 29 juillet à Mogadiscio pour évaluer les progrès du pays dans ces différents domaines. Un forum de 2 jours co-organisé par le président Hassan Sheikh Mohamud et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Somalie. Objectif, relever les défis qui entravent la mise en œuvre d'une paix durable et atteindre les objectifs contenus dans le New Deal pour la Somalie. Ces derniers mois, la Somalie a réalisé de grandes avancées. 3 administrations régionales ont été établies de manière pacifique. La Commission fédérale et la Commission nationale indépendante ont été restaurées. La révision de la Constitution est en cours et un plan d'action pour le processus électoral de 2016 sera prochainement adopté. L'avenir de la Somalie est ancré dans la démocratie et ne sera garanti que par l'inclusion, la diversité et l'égalité d'accès à cette démocratie.
Des consultations nationales et la mise en place d'un plan d'action pour le processus électoral de 2016 ont également été annoncées. Des annonces qui illustrent les progrès réalisés et traduisent la détermination des autorités somaliennes à franchir une nouvelle étape. Ce que nous entendons et ressentons en Somalie est quelque chose de relativement rare et important. Un pays qui se retrouve et qui tend progressivement vers une meilleure gouvernance après des décennies de conflits où le dialogue politique avait été remplacé par celui des armes. La terreur ne doit pas empêcher la Somalie de tendre vers l'avenir et le futur qu'elle mérite. Malgré ces avancées, l'heure n'est pas à l'autosatisfaction pour autant. Encore faut-il maintenir la dynamique du changement. Les Nations Unies appellent pour cela les autorités somaliennes à renforcer les institutions qui jouissent de la confiance de la population. Et selon l'institution internationale, le pays semble sur la bonne voie. Le Burundi autorise le déploiement tardif des experts de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité du 13 juin à Johannesburg avait prévu leur déploiement dans les 2 semaines. Il a finalement été retardé. Les raisons nous sont expliquées par Graziella Tiakounte. Il aura fallu du temps. La dizaine d'observateurs des droits de l'homme et des experts militaires de l'Union africaine ont reçu ce mardi 28 juillet le feu vert pour leur déploiement au Burundi, soit plusieurs semaines après la date initialement fixée. Un retard dû à des manœuvres politiques de l'avis de certains observateurs. De son côté, le gouvernement burundais évoque simplement des contraintes administratives. Nous avons travaillé directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des hauts et des bas qui ne sont pas nécessairement imputables au gouvernement du Burundi. Il y a eu promesse de déploiement de ces 2 missions dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, cela s'interprète différemment, semble-t-il, de notre côté ou du côté de l'Union africaine. Le déploiement étant enfin effectif, se pose désormais la question de l'efficacité de ces émissaires. Ils auront pour mission de veiller au respect des droits de l'homme et de faire le bilan des opérations de désarmement des milices et autres bandes armées. Une tâche qui s'annonce difficile, le gouvernement burundais n'ayant donné son consentement que pour 30 observateurs contre 70 annoncés. En acceptant une mission réduite, le gouvernement burundais en fait se place dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il y a acceptation, il n'y a pas refus, et en même temps ils savent bien que ces experts ne pourront pas faire le travail parce qu'ils demandent un certain nombre, une certaine coordination, et le Burundi est petit, en même temps il est assez complexe pour les réalités burundaises. Rappelons que ce déploiement s'inscrit dans le cadre du suivi des dispositions du communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité et vise à faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la crise provoqués par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. La revalorisation des salaires de l'administration publique gabonaise va-t-elle entraîner une inflation des prix? La question se pose car le pouvoir d'achat des fonctionnaires a augmenté de 30% le 25 juillet dernier. Les explications dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La révalorisation salariale rimera-t-elle avec l'augmentation des prix de produits de première nécessité au Gabon? Dans ce pays d'Afrique centrale, le salaire de 82 000 fonctionnaires a connu une hausse de près de 30%. Une situation qui pourrait, selon certains analystes, entraîner une inflation des prix sur le marché. Pour le gouvernement, lutter contre l'inflation est l'affaire de tous. L'objectif de l'augmentation des salaires étant l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. La lutte sur l'inflation, c'est nous tous. La lutte sur l'inflation, bien sûr, c'est le gouvernement, mais c'est à nous, évidemment, de surveiller également nos consommations. L'objectif de cette augmentation aussi est de relancer l'économie. Mais il s'agit que nous soyons tous vigilants, que chacun veille à acheter au bon prix, veiller à ce que les commerçants, évidemment, ne commencent pas à augmenter les prix. Pour certains spécialistes, les risques d'inflation sont minimes. Mais ils proposent néanmoins des opérations de terrain de la Direction générale de la concurrence et de la consommation pour un meilleur contrôle. En principe, il n'y a pas risque d'inflation pour au moins 2 raisons. La première, c'est que cette augmentation des salaires n'affecte pas les coûts de production des entreprises. La seconde, c'est que cette augmentation de salaire ne risque pas d'augmenter la masse monétaire. Cependant, il se peut que cette augmentation de salaire conduise certains commerçants véreux à augmenter les prix
tout azimut. Et donc on pourrait dans ce sens connaître une inflation. Il faudra, comme pour juguler à une augmentation des prix tout azimut, que la DGCC joue son rôle pour contrôler les prix. Pour combattre l'inflation, le gouvernement devrait davantage stimuler l'économie nationale afin de rétablir l'équilibre du marché. Objectif, arriver à une situation où l'offre interne est supérieure à la demande. Le pays importe 85% de ses produits alimentaires à plus de 300 milliards de francs CFA. Le Bénin va bientôt se doter d'un aéroport international, celui du cardinal Bernardin Gantin de Kadjehoun, aujourd'hui enclavé, sera ainsi soulagé. La construction fait face, cela dit, à de nombreux obstacles. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou, commenté par Idelet Mirabel-Bissou. À quand le démarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodjikbe au Bénin, à 40 km de la capitale économique Cotonou. Confiés à un groupe sud-africain, les travaux d'études de ce deuxième aéroport du sud du pays ont été réalisés depuis 2004. Après la pose de la première pierre le 13 décembre 2011, les populations de la localité sont longtemps restées dans l'attente de la mise en place de l'infrastructure. La dernière visite du ministre sud-africain des Transports au Bénin du 2 au 4 juillet 2015 a relancé le débat. Son séjour a été sanctionné par la signature de 2 accords, dont l'un porte sur la construction de l'aéroport de Glodjikbe. La réalisation de cette infrastructure est bien attendue par les populations riveraines. Nous voulons bien que l'aéroport international de Glodjikbe soit réalisé. Vraiment, les autochtones vont trouver du travail à faire. Sur une superficie de plus de 1600 hectares, l'État béninois compte faire de cette infrastructure un hub capable d'accueillir les vols internationaux, mais aussi les aéronefs de nouvelle génération. La construction de l'aéroport de Glodjikbe va soulager l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, dont la position notamment empêche l'extension. Il faut environ près de 450 milliards pour réaliser, donc c'est énorme. Un État ne peut pas supporter. C'est ce qui justifie que nous sommes à la recherche de financement. Mais je peux rassurer que nous sommes arrivés à une étape où on peut s'estimer quand même heureux que nous allons connaître le bout du tunnel. Afin d'accélérer le projet, l'État béninois a déjà pris les mesures pour sécuriser le périmètre devant abriter cet aéroport. Le Bénin, pays de transit pour les pays comme le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Niger, veut développer son transport aérien afin de promouvoir son développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.